28 ans, mais bon, c'est pas la chose la plus importante. Mais ce qui est vrai, c'est que j'étais au lycée il y a pas très longtemps encore. Donc, en ce qui me concerne, je fabrique des matériaux d'isolation avec la bagasse de canne à sucre ici en Martinique, à Ducos. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, la bagasse, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Ok, le rhum, tout le monde sait ce que c'est? Ouais, donc la bagasse, c'est le résidu qui reste une fois que les distilleries et les sucreries ont extrait le sucre et le rhum de la canne à sucre. Il reste la bagasse, c'est fibreux. Et nous, on le récupère, cette fibre, et on la transforme en matériau d'isolation. La laine de verre, la laine de roche, est-ce que ça parle à quelques-uns ici? Un petit peu. Vous avez jamais cassé un placo, découvert ce qu'il y avait derrière, dans le mur, dans les plafonds? Voilà, exact. Des poules bois chez toi? Non, mais c'est vrai. Ici, là, par exemple, on est dans une pièce climatisée. Donc, l'idée, c'est que la fraîcheur, elle reste au maximum dans la pièce. Et pour ça, on isole pour que la fraîcheur reste là au-dessus des faux plafonds ou à travers les murs. Il y a de l'isolant. Ça ne se voit pas, mais vous ressentez son effet. Et aujourd'hui, les isolants qu'on utilise en Martinique sont tous importés. Ils viennent de France ou d'ailleurs dans le monde. Nous, on arrive à les fabriquer ici. Ça fait que c'est fabriqué localement avec de la bagasse locale. Et pour être utilisé ici, ça nous semblait important d'essayer de faire ça. Donc c'est quelque chose qu'on produit depuis maintenant un peu plus d'1 an. Je vais faire passer un échantillon. Donc les gens ont tendance à toucher, sentir, décortiquer. Ça va faire un petit peu de... Il y a un peu de résidus, mais c'est pas grave. Vous pouvez juste pousser. Et ça, c'est de la bagasse de canne à sucre qu'on a alliée et qui permet de faire isolant, thermique et acoustique. Donc pour la chaleur, c'est super efficace. Mais c'est la même chose. Si de l'autre côté de ce mur, il y a quelqu'un qui parle et qu'on met l'isolant sur ce mur, ce sera parfait, vous n'entendrez rien. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on a lancé il y a 4 ans. Donc, je sortais d'école d'ingénieur à l'époque. Je vais essayer de reprendre un peu le parcours, que vous voyez un petit peu. Donc, j'ai fait j'ai fait un bac STI 2D avec option énergie et environnement à l'époque. À ce moment-là, ouais, je voulais pas faire, je savais pas quoi faire. Donc, une fois que j'ai terminé le bac, enfin que j'ai passé mon bac et que j'ai eu une 15 de moyenne, un truc comme ça, je me suis dit, ok, je vais tenter d'aller en France, en prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Alors ceux qui ont déjà pensé à faire ça, la prépa intégrée, c'est un peu traître. C'est super intéressant, mais il faut aller en France pour la faire en général. Enfin, peut-être que ça a changé maintenant, mais à l'époque, il fallait aller en France. Et je suis arrivé dans une région où il y a moins 10 degrés l'hiver, donc c'était pas possible pour moi. J'ai foiré, oh, pardon, j'ai vraiment raté, Ah non, j'ai raté reste tel que l'école. tu es, ça sort comme c'est. Ben, j'ai complètement raté ma première année et ma deuxième, et ils m'ont mis dehors en fait, au bout de 2 ans et demi. Donc je suis reparti, j'avais aucun diplôme et ça faisait 2 ans que j'étais là. Je suis reparti dans une licence professionnelle en alternance. Alors ça, l'alternance, ça m'a personnellement sauvé la vie, comme j'allais plus vraiment en cours et que les TP, bah, j'étais pas bon vu que je n'allais pas en cours. La licence m'a permis de faire de l'alternance et donc de découvrir le monde de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'était plus simple. Tu travailles, tu fais ce qu'il faut, tu as de l'argent, c'est cool. En faisant cette licence, j'ai fini premier de la promo à l'époque. Et je me suis dit, bon, j'ai raté l'école d'ingé, enfin la prépa, mais j'ai fait premier de la promo de licence. Je vais retenter l'école d'ingé en alternance. Et cette combinaison a fait que les cours magistraux, donc les cours de 4 heures là, qui sont invivables, bah, c'était plus la chose la plus importante pour avoir le diplôme, c'était vraiment l'alternance. Et là, j'étais chaud. Donc, j'ai fait l'alternance, ça s'est bien passé, j'ai gagné encore de l'argent. Je devais avoir 21, 22 ans. Pour moi, c'était top. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu voir que je voulais surtout pas être ingénieur. J'ai fini, j'étais en pleine école d'ingé. En dernière année, j'ai dit, je veux surtout pas être ça. Il y avait un truc que j'arrivais pas, je sais pas, le rapport hiérarchique ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, je veux créer mon truc. Et en plus, je veux aller aux Antilles parce que j'en ai marre du froid et de la vie à Paris. Tout ça fait que Emerball est arrivé, un peu comme un projet. Et j'ai tout fait ensuite pour... et il y a un problème.
Il fascine un petit peu ton échantillon qui circule là, notamment dans les rangs. Cet échantillon notamment de fibres d'isolation faites à partir d'un matériau de chez nous, véritablement, qui s'inscrit dans le cadre de cette table ronde qui est consacrée à l'industrialisation verte et qui, comme son nom l'indique, repose donc sur le côté le plus écologique possible et imaginable. Une destination notamment de la bagasse qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre, isolant acoustique, isolant thermique également. Valentin, sans t'interrompre, ton acolyte est arrivé également, celui qui va partager la scène avec toi, on va le présenter dans une poignée de secondes, mais termine effectivement, tu en étais précisément à ce moment où tu as compris que tu ne veux pas être ingénieur, mais le rebond t'emmène vers Emerwall. Ouais, exactement. Donc, créer une entreprise, à ce moment-là, je trouvais ça sympa, à ce moment-là. Et depuis, c'est un peu le parcours du combattant, mais c'est quelque chose finalement qui me ressemble. Et je suis à fond là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à produire des matériaux. Et il y a 3 ans et demi, bah, j'avais ramené de la bagasse que j'avais mis dans un four. Et c'était plus un gâteau qu'autre chose, quoi. Donc, ça vient de loin, mais pour le coup, tu parlais de passion. Clairement, je ne sais pas c'est quoi ma passion exactement, mais quand j'ai commencé à faire ça, je comptais plus les heures, les jours, je faisais que ça, quoi. Et finalement, aujourd'hui, il y a 4 salariés, on a des clients assez intéressants, 2 distilleries partenaires. Voilà, ça commence à devenir sérieux. Ça se développe. On va avoir l'occasion de le découvrir encore un peu plus avec toi, Valentin, mais aussi à travers le profil de celui qui partage cette table ronde avec toi. Je vais vous demander d'accueillir Joël Le Chalier, dirigeant de Feeling Car. Il nous fait une entrée à la Grammy Awards en traversant l'allée, s'il vous plaît. Applaudissements. Il vient rejoindre Valentin. Feeling Car. Alors, Valentin va te remettre son micro que vous allez partager. L'occasion de planter le décor, potentiellement très rapidement aussi de Feeling Car. On a un peu moins de 3 minutes, 3-4 minutes pour ça, pour donner un pitch, parce que malheureusement, le timing des conférences est extrêmement militaire. Et je suis là pour faire respecter ce timing. Je crois que tu as vu les épaules. Tu as vu les épaules. Donc en fait, on a 3 minutes, comprendre un peu qui tu es et ce qu'est en fait Feeling Car. Bonjour. Bonjour à tout le Bonjour monde. Joël. Alors, c'est Loïc, c'est pas Joël, mais c'est pas grave. Petite faute de frappe. Alors, avant de me présenter, ce que j'aimerais savoir pour pouvoir justement orienter un petit peu le débat et ma présentation, j'ai pas envie de perdre mon temps ni le vôtre. Donc, j'ai envie de parler de choses qui peuvent vous intéresser. Alors, est-ce que vous pouvez me dire déjà, vous, enfin, si certains peuvent me dire qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Alors, on parlait de passion tout à l'heure. Les passions, peut-être, que certains d'entre vous ont. Parce qu'en fait, déjà, la base, c'est que je vais économiser du temps pour certains. Ceux qui sont là parce qu'ils sont obligés de l'être, c'est pas la peine de le dire. Mais par contre, oui, pourquoi vous avez choisi cette filière et pourquoi vous êtes là, ça m'intéresse pour pouvoir ensuite, moi, me présenter et vous dire ce qu'il y a. Non, on va commencer par ceux du fond, c'est toujours plus intéressant. Je me rappelle quand j'étais à l'école. Alors, vas-y, dis-moi, toi. Alors, on te pose la question très rapidement. Le micro est juste l'écho de ta voix. Hein. Alors, qu'est-ce que longtemps que j'ai laissé l'école. Alors, qu'est-ce que tu fais à Léopold Bissol? Pourquoi as-tu choisi ce parcours, s'il te plaît? Mais non, moi, c'est parce que je suis obligé. Tu es dans quelle classe? Tu fais quel cursus? Quoi? C'est quoi ton cursus? Qu'est-ce que tu étudies? L'architecture. Tu veux devenir architecte? Tu veux devenir architecte? Ah oui? D'accord. Et toi? C'est pour faire quoi? C'est quel cursus? Et technicien professionnel. Technicien professionnel? Dans quoi? Métier de la mobilisation du bâtiment. D'accord. Bon, donc si j'ai compris, pour grosso modo, tout le monde est dans le BTP à peu près. On a également mon Gérald Marin qui est avec nous et tout le monde n'est pas dans le BTP. Je suis en BTS MCO.
En première année, ça veut dire management commercial opérationnel. Il y a d'autres secteurs. Est-ce qu'il y a un secteur qu'on a oublié? On a BTP et management commercial. Alors déjà ça, tu vois, ça me confirme une tendance. On a que des l'on commerciaux voit. aussi avec Ça, ça. c'est une tendance que l'on voit. Ouais. Les filles, les femmes sont en train de prendre le dessus sur les hommes et sur les garçons, ça c'est clair et net. Tu vois, on le voit là, la fille n'a pas eu de problème à s'exprimer, les garçons ont eu du mal. C'est une réalité. Alors je vous dis ça les gars pour que vous compreniez, parce que demain, on le voit de plus en plus, on a du mal à recruter dans tous les secteurs d'activité. Peut-être que monsieur va me confirmer ou pas. Et souvent, ce que l'on voit, c'est que les filles sont beaucoup plus sérieuses et elles savent ce qu'elles veulent. Bon, bref, on va fermer la parenthèse. Alors, sur le sujet de l'industrialisation verte, excusez-moi, je vais vous demander de silence quand je parle. Ça, c'est une règle de respect, déjà, pour commencer. Merci. Donc, la première chose que j'ai à dire sur l'industrialisation verte, parce que c'est le thème du sujet aujourd'hui. En fait, il faut comprendre une chose basique et élémentaire, c'est que la nature ne produit pas de déchets et pourtant la nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Donc, l'homme a créé des déchets parce qu'il ne sait pas utiliser les matières premières. Et je vais vous prendre un exemple, alors qui concerne un peu plus mon secteur et pas que le mien, c'est le pétrole. Le pétrole fait partie de ce qu'on appelle des énergies fossiles. Bonjour le Conseil national de refondation et l'Académie de Martinique. Donc, je continue pour dire, il faut comprendre une chose, tout ce qu'on utilise vient de la nature. Sauf que comme on ne sait pas aller jusqu'au bout du process naturel, on produit des déchets, que ce soit dans le BTP ou que ce soit dans l'automobile qui est mon secteur. Je vous en prie. Donc, il est important pour vous. Demain, on vous laisse une planète qui est assez polluée, qui a du mal à se recycler, parce que justement, on surproduit, on produit trop de déchets par rapport au cycle naturel du traitement des déchets. L'énergie fossile, c'est quoi? Le pétrole, ce sont des animaux, donc les dinosaures, et des éléments de la nature qui ont été recyclés naturellement par le process du temps et aujourd'hui qui nous sert de matière première pour nos voitures, pour le plastique, enfin pour plein de choses. Donc pour vous montrer l'intelligence de la nature et la limite de l'intelligence de l'homme. Parce qu'on n'a même pas réussi en fait à recopier un process naturel qui est de recycler un élément de la nature. Donc prenez cette habitude de réfléchir à cela. Je vais prendre mon exemple personnel. Quand j'étais en école de commerce dans les années 2000, au début d'année 2000, il y avait une entreprise en Allemagne qui produisait un service ou un système de recyclage qui permettait de transformer les déchets organiques, donc les palettes, tout ce qui venait du bois, les cartons, pour produire de l'électricité et pour réalimenter les centres commerciaux. Donc c'était mon sujet de mémoire et quand je suis venu voir le président de la CASM à l'époque, je ne vais pas nommer son nom, il m'a répondu une chose très simple, il m'a dit: vous les étudiants d'école de commerce, vous ne pensez qu'à faire de l'argent, nous on n'est pas là pour ça. 20 ans après, j'ai vu qu'on a pensé à mettre une usine d'incinération qui reproduit le même principe. C'est-à-dire que ce qui sort de l'usine d'incinération, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Donc c'est qu'on brûle nos déchets parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et c'est transformé en énergie, donc ça alimente cette usine et le process chimique fait que ça produit de la vapeur. Donc, que ce soit dans le BTP ou même dans le management, on produit des déchets parce qu'on ne pense pas à qu'est-ce qu'on va faire après. On n'anticipe pas. Donc, prenez l'habitude de réfléchir sur quelles conséquences et qu'est-ce qui va se passer après par rapport à ce que j'utilise. Et en pensant à ce que vous pouvez en faire de ce que vous allez utiliser, je vais prendre le papier, ben ça va déjà vous donner un schéma de réflexion pour pouvoir justement valoriser ce que vous utilisez. Tu me donnes pour le temps, il me reste combien de temps? Alors, dans les grandes lignes, théoriquement, il nous reste un peu moins d'une quinzaine de minutes. Mais je n'ai pas départagé le temps comme ça. Étant donné qu'on est sur une thématique autour de la table ronde, autour de l'industrialisation verte particulièrement,
Je te présente Valentin, je ne sais pas si vous vous connaissiez d'ailleurs. Valentin, lui qui travaille spécifiquement, son projet Emerwall consiste à récupérer la bagasse, hein, en 2 mots, Cat Powell, à récupérer la bagasse pour en faire un matériau isolant aujourd'hui qui aboutit. Et l'occasion pour nous de découvrir aussi qui est Feeling Car en fait. Alors, Feeling Car, c'est un concept d'abonnement de service à la mobilité. Ça veut dire quoi? En fait, on a pris justement la contrainte que représente l'entretien d'une voiture et on l'a transformé en abonnement et une source de richesse, justement, dans le même but de recycler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis tout un système pour que nos clients puissent s'enrichir avec nos abonnements. Donc, quand le client vient prendre un abonnement chez nous pour l'entretien de sa voiture ou sa réparation, il souscrit automatiquement à une part du capital de la société, donc ce qui fait qu'il devient actionnaire de l'entreprise et ce qui lui permet donc de générer des revenus quand l'entreprise fait des bénéfices. La deuxième chose, c'est que nous avons mis un système d'affiliation qui permet de revendre l'abonnement. Donc le client qui revend son abonnement, au bout de 10 personnes à qui il a vendu, ça annule le coût de son abonnement et tout ce qui est au-dessus de 10 personnes, ça lui permet de faire de l'argent. Donc c'est un peu le même système en fait que j'applique dans mes entreprises. C'est je pense à comment créer de la richesse avec ce que j'ai. Aujourd'hui, pour le problème des déchets, donc la filière en Martinique n'est pas mise en place du tout pour le recyclage des déchets de l'automobile. Tout le monde se renvoie la belle parce que c'est un problème politique et financier, il faut pouvoir investir et dépenser. Donc là, justement, comme je me sens responsable de la génération qui vient, on est en train de leur laisser une poubelle. Donc je suis en train de mettre en place la filière pour pouvoir y exporter, par exemple, les batteries des véhicules électriques. Aujourd'hui, on ne sait pas les traiter en Martinique. Donc, pour les réexpédier, les revaloriser, les recycler et les remettre en circulation. Pour le plastique, c'est la même chose. Donc, voici Feeling Car en moins de 3 minutes. En moins de 3 minutes, bien joué. On peut applaudir d'ailleurs de façon cette initiative. Les deux qui, à leur manière et dans leur dimension et à leur façon, en fait, s'inscrivent dans cette industrialisation verte. L'occasion d'un rebond, j'ai une série de questions. En fait, je me tourne vers vous, l'assistance, parce que comme Loïc l'a fait très spontanément, logiquement, on est censé être en pleine émulation. Donc, si Zone est en question, ces jeux-là, c'est en profiter, quoi. Vous avez vu que j'ai ramené mon petit accent guadeloupéen en fait dans la salle là ce matin. Je dis on y va. C'est l'occasion, surtout dans cette semaine en fait école entreprise, de vous manifester, de prendre votre destin en main. Je crois qu'en fait, en réalité, vous l'avez senti également dans l'intervention de Loïc, mais aussi dans le parcours inspirationnel de Valentin. Les questions arrivent, mais d'abord les vôtres. Est-ce que vous avez des questions sur ces secteurs d'activité? Est-ce que vous avez envie d'interagir sur quelque chose en particulier à propos de Valentin ou à propos de Loïc? On retourne vers toi et je te passe mon micro. Pose ta question. J'ai une question pour Valentin. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'utiliser la fibre, la fagasse. La bagasse. Bagasse. En fait, quand je faisais mes études là-bas, il y a plein de champs, de blé, de lin, d'orge, plein de trucs. Et en fait, ils font de l'argent avec les résidus de ces trucs-là. Donc je me suis dit, moi, je veux plus être dans le blé, l'orge, le lin, je veux être dans la canne à sucre, la banane, tout ce qui est coco, enfin nos ressources. Donc c'est tout simplement je pense qu'en école de commerce, vous devez voir ce genre de choses. C'est comment adapter finalement quelque chose qui existe déjà ailleurs à nos territoires. Et on est très fort en adaptation aux Antilles, donc c'est comme ça, c'est tout. Il y a plein d'opportunités identiques avec les sargasses. Au Mexique, ils font des savons, on peut produire de l'énergie, on peut faire plein de choses avec la sargasse. Et c'est pour ça, effectivement, je rejoins Valentin. Inspirez-vous de ce qui est fait ailleurs. En Inde, en Allemagne, ils sont très forts pour le recyclage et le retraitement des matériaux naturels parce qu'eux, ils ont la contrainte économique, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils trouvent des moyens de survie. Donc, ça leur amène à trouver des solutions. Nous, en Martinique, comme on bénéficie des avantages français, on n'a pas forcément le besoin de chercher des moyens de survie, donc on est moins créatif, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Pourtant, opportunité, industrialisation verte, le business qui cartonne, ça représente quel sacrifice ou effort? J'ai retenu dans ton discours, Loïc, le fait d'anticiper un exercice peut-être que l'époque ne nous prête pas à faire. On a l'impression de se présenter souvent face au problème, dans l'immédiat, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on va essayer de le régler. Donc, du coup, j'ai envie
parler justement de ce que ça coûte particulièrement en termes d'ingénierie à nous de s'inscrire dans ces métiers, ces business qui cartonnent, qui devraient déjà cartonner. J'ai entendu aussi un peu de retard à l'allumage, si j'ose dire, sur le secteur. Comment vous réagissez à ça? Loïc d'abord et ensuite Valentin. En ce qui concerne l'anticipation, comme je dis, c'est ça en fait. C'est une habitude à prendre. Moi, je pense que la vie a fait que je n'avais pas trop le choix, il fallait que j'anticipe. Mais le point fondamental aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas beaucoup manqué de choses, votre génération. Donc, vous partez du principe que beaucoup de choses vous sont dues ou sont normales. Et dans d'autres environnements, elles ne le sont pas. Donc, la première chose, effectivement, c'est de se dire, ben, on ne me doit rien. Et donc, quand on ne me doit rien, je vais chercher les solutions pour moi, avant tout, me rendre autonome, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. En fait, je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai dû chercher des solutions. Et après, en fait, j'ai pris cette habitude, justement, de toujours faire en sorte d'être autonome et d'anticiper qu'on me mette à la rue ou qu'on me mette dehors. Et donc, je fais en sorte de trouver des solutions. Donc, je pense que c'est ce qui est important pour votre génération de comprendre, c'est qu'on ne vous doit rien du tout. C'est à vous de prendre la responsabilité de votre vie et vous avez votre vie entre vos mains. Et on a trop donné l'habitude à votre génération de tout vous rendre disponible. Et comme vous n'avez pas l'habitude de vous donner les moyens, de vous donner les efforts nécessaires pour obtenir ce que vous voulez, ben à chaque fois, on se plaint, c'est toujours la faute de l'autre, c'est la faute des parents, c'est la faute du professeur, c'est la faute de l'État, c'est la faute de Macron, enfin bref, pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important que votre génération, en Martinique, comprenne nos responsabilités et qu'on a toujours le choix dans la vie. La vie n'a pas été facile pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et pourtant ils ont réussi à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc logiquement, ça devrait être plus facile pour vous, et on devrait avoir plus de choses qui émergent, mais comme ils n'ont pas faim, ils ne se donnent pas les moyens, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas de solutions qui viennent, donc c'est bien qu'il y ait des initiatives comme celle de Valentin. On a toute la richesse, on a la créativité, maintenant c'est l'effort qu'il faudrait que nos jeunes fassent pour pouvoir créer des solutions pour leur avenir. Je ne suis pas totalement d'accord, mais bon, je comprends ton point de vue. Après, c'est moi, mais ça aurait pu être n'importe lequel d'entre vous qui fait Emerwall. Et je pense qu'il y en aura qui vont faire des entreprises superbes ici ou qui vont rejoindre des entreprises superbes. Je pense que nous, aujourd'hui, quand on pense à l'industrialisation verte, bah, c'est plus la concrétisation d'une idée ou d'un concept. Tout simplement, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que oui, c'est un peu plus facile qu'avant, mais bon, des fois, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de wifi, les transports, c'est d'un genre. Enfin, vous connaissez les problématiques qu'on a. Alors, c'est pas survie, hein, on est d'accord. Mais bon, on pourrait aller tout simplement dire bon, bah, ciao la Martinique, et on part tous. On va ailleurs, on va à Paris ou je sais pas où. Mais on est là. Et moi-même, je suis revenu, sachant tout ça. Donc, je pense que, au contraire, on est au fait des problématiques et c'est bien pour ça qu'on reste quand on reste. On veut apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est un peu ça aussi la logique de l'économie circulaire ou de l'industrialisation verte. On sait très bien qu'il y a production de déchets à tel endroit, qu'il y a besoin en matériaux à tel endroit. Ok, ben, pour moi, pas ça, ben, moi, je vais faire le lien. Je ne sais pas si je vais bien le faire, mais je vais le faire. Et petit à petit, comme ça va se structurer. Après, on a des partenaires qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que nous. Donc, même si c'est pas simple au début, si on y croit et qu'on est passionné, c'est même pas passionné. Si on est motivé, on se dit ok, je suis pas nul, déterminé, parce que c'est ça. Hein, tu te retrouves en bas et tu te dis ouais, en fait, je suis nul. Genre tous les gars de l'école d'ingé, en ce qui me concerne, ils ont réussi. Bon, toi, tu as eu des difficultés dans ta vie, mais regarde aujourd'hui, bon, il faut un peu de temps après, parce que si vous me demandez mon salaire, bon, c'est chaud. Mais justement, je me dis si je continue comme ça, un jour, je serai à l'abri, ma famille sera à l'abri, et c'est pas la motivation première, malgré ça, même si des fois c'est chaud. Ben, je suis à fond, quoi. Et les gars sont chauds. Et finalement, tu vois, tu donnes la force aujourd'hui, Loïc, je vais te donner la force, etc. Donc, c'est tout ça qui est important dans l'industrialisation verte, je pense. C'est surtout que c'est une espèce de synergie. Ça ne peut pas marcher seul. On ne va pas créer nous-mêmes nos propres déchets pour créer notre propre business, pour les vendre à nous-mêmes les propres clients. Ça ne marche pas, ça.
on regarde globalement tout ce qu'il y a. Et comme nous, bah, on est sur le territoire, on les voit en fait. Et vous savez tous déjà bah, quels sont les problèmes. Typiquement, c'est ça. Et typiquement, il y a juste un point très important que je veux mettre en avant dans industrialisation verte. C'est pas tant anticipation, c'est si je produis mon matériau localement, comme je peux pas faire des économies d'échelle, je peux pas. Je suis en France, donc j'ai des charges à honorer, etc. Bref, ça va coûter cher à produire. Le marché est petit. À la fin, je dois vendre quelque chose qui sera rarement le produit le moins cher de tout le marché. Et là, ça demande une compétence commerciale, marketing très forte. Il faut savoir vendre la qualité pour des populations, donc nous-mêmes, qui n'avons pas forcément tant les moyens que ça. Ça veut dire que quand je vends un isolant, par exemple, je dois faire comprendre aux clients, ça va te coûter plus cher maintenant, mais c'est parce que sur le long terme, le truc est durable. Le truc est fait pour toi. Dans 30 ans, 40 ans, tu n'auras pas de problème avec ça. Un peu comme si tu prends une voiture et 2 ans après, elle ne roule plus, quoi. Tu vas dire c'est un mauvais investissement. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus au départ. Mais c'est la même logique. Et ça, tout ce qui est commercial, c'est important. Mais tout ce qui est architecture, c'est la même logique. Il faut penser durable. Je pense que c'est un peu la logique, même des business qu'on crée aussi, c'est ça. Essayer de les rendre viables dans le temps, même si on ne sait pas de quoi ça sera fait. Il nous reste véritablement, on a dépassé le temps, mais on va s'accorder quand même. Il y a une question, une petite question avant de vous permettre de conclure. Très rapidement, on essaie de faire ça en 3 minutes. C'est parti. Alors, bonjour, je m'appelle Jimmy Nader, je suis au BTS MCE au lycée Montgérald. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Lacroix. Alors, en tant que jeune entrepreneur, et après ce parcours, on va dire, avec beaucoup de chamboulements, comment avez-vous fait pour, comment dire ça, vaincre vos craintes face au risque voilà, du métier, enfin, se lancer, voilà. Merci pour ta question. Alors moi, je crois en Dieu déjà. Ça aide. Déjà. Parce qu'il y a des choses que je ne sais même pas comment j'ai fait. Hein. Bon, j'ai pas eu un chèque de 50 000 € qui tombe comme ça, mais des fois, j'ai été voir des gens où je pensais qu'ils allaient me dire non, c'est pas la peine. Et c'est même ces gens-là, des fois, qui m'ont dit mais ouais, ce que tu fais, c'est bien. Donc oui, déjà, il y a ça. Et après, je pense c'est ne jamais abandonner, mais vraiment, je sais pas si tu fais du sport. Tu vois, tu peux pas faire de résultats si tu t'entraînes pas un minimum. Donc c'est ça, à un moment, je me dis, bon, peut-être qu'aujourd'hui, le produit est peut-être pas top, mais si je continue et que j'apprends, à un moment, je vais être le meilleur. Donc c'est ça, même s'il y a des chamboulements où je suis de base pas le meilleur, à force, je me dis que ça a marché. Alors, même si ma question n'est pas adressée, je vais répondre aussi en parlant de mon exemple. Quand je vous dis que tout est plus facile, alors ça ne veut pas dire que c'est simple. Ce que je voulais dire par là surtout, c'est que je vais prendre un exemple. Je me suis retrouvé dans une entreprise en Guyane, c'était l'une des premières entreprises que j'ai créées, avec une dette de 240 000 €. À me retrouver en me disant qu'est-ce que je vais faire, ça ne fonctionne pas comme je veux, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Et comme il dit, ça c'est une chose aussi qui m'a aidé, c'est la foi et la détermination. Donc c'est effectivement la foi en Dieu qui m'a aidé. Et alors, ça, j'aime donner cet exemple-là parce que si j'avais écouté les gens, je n'en serais pas là aujourd'hui. La même banque à qui je devais les 240 000 € en Guyane, j'ai été là-bas en Martinique pour racheter mon garage en 2017. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Et j'ai eu mon prêt parce que j'étais avec la foi. Et effectivement, comme il a dit, ce n'est pas facile au départ. Et je vais vous dire même, ce n'est jamais facile. Je suis resté 1 an à travailler du lundi au dimanche. J'ai dû retourner chez ma maman parce que je n'avais pas de quoi payer mon loyer. Par contre, ça paie toujours si effectivement on reste dans cette détermination, dans cette foi. Et comme il a dit, la vie est toujours reconnaissante. La nature est reconnaissante. L'homme est parfois ingrat. C'est pour ça que je dis, n'attendez rien de personne et personne ne vous doit rien. Par contre, la vie va toujours mettre sur votre chemin quelqu'un qui pourra vous aider, ça c'est vrai. On sent l'émotion et un petit complément va venir de Valentin. Merci pour ce partage très personnel. La réalité qui vous est proposée là aussi, il faut que vous mesuriez ça ici. Également, dans leur disponibilité
Lorsque vous sortirez de la salle, si vous avez des questions un petit peu plus précises aussi à leur poser personnellement lors de leur présence, mais également dans le déploiement de ce village. Valentin, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est cliché, mais si j'avais travaillé à l'école plus, je pense que j'aurais pas eu autant de chamboulements dans ma vie. Donc, je vous encourage vraiment à travailler. Même s'il y a des matières où vous êtes nul, travaillez au moins là où vous êtes bon, parce que ça peut éviter des galères, c'est sûr. Travailler à l'école.